Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. C'est une réforme qui suscite beaucoup d'enthousiasme dans la classe politique congolaise. Le découpage territorial fait en tout cas débat en RDC. Sur ce plateau, pour en parler, dans ce grand journal, je reçois Patrick Kanga. Vous êtes membre du PPRD, un parti de la majorité présidentielle. Bonsoir et bienvenue. Merci Claude. D'abord, est-ce qu'il était temps d'initier ce projet ou de mettre en application cet article de la Constitution? Je crois que le temps pour l'effectivité de ce que prévoit l'article 2 de la Constitution n'avait pas un timing précis. Parce que déjà, nous étions bien en retard, parce que la Constitution nous parle des 36 mois après la première législature, mais nous avons largement dépassé le délai. Et donc la question ne se pose pas en termes de timing ou d'opportunité, de pragmatisme. L'article 2 de la Constitution, lorsque vous la lisez, on vous dit bien que la République démocratique du Congo est composée de 26 provinces. Dans la ville de Kinshasa, il y a 25 provinces. Donc là, je crois que le débat ne doit plus se poser au niveau de sa faisabilité, au niveau de l'opportunité, parce que c'est un débat vide de sens. Lorsque nous lisons à certains endroits des gens dire qu'ils s'insurgent contre le découpage territorial ou la décentralisation, c'est simplement dire qu'ils sont contre l'article 2 de la Constitution. Et c'est aussi là une manière de violer la Constitution. Le débat doit aller à un niveau plus élevé. J'ose croire que les 11 provinces actuellement, les 26 très prochainement, après que les commissions établies par le décret du Premier ministre puissent finir leur travail, je crois que toutes les provinces de la République démocratique du Congo ont une capacité industrialisable. Il n'y a aucune province en République démocratique du Congo qui manque de ressources naturelles pour créer la richesse. Et je crois que lorsque nous parlons de la capacité industrialisable de chaque province, nous osons croire que le ministère qui a en charge l'industrie pourra nous aider à avoir cette étude pour savoir quelles sont les zones qu'on peut créer. On peut créer des zones forestières parce que telle zone est plus riche en bois. On peut créer des industries dans le bois, Bandundu, Équateur dans tout son format, et promouvoir la richesse. La richesse ne vient pas nécessairement de Kinshasa. Les provinces ne sont pas appelées dans un État fortement décentralisé à vivre sous le paternalisme du pouvoir central. Et je crois que les richesses ne vont pas venir directement lors de la création de ces provinces. Effectivement, je crois le 30 juin... Vous dites que ça sera... Je crois le 30 juin 2015. Attendez, je vais chuter. La richesse viendra du management que feront chacun des gouverneurs des futures provinces, des idées de développement qui seront promues au sein de ces provinces. Parce que lorsque le Kivu se divisait en 3 provinces, Nord, Sud et Maniema, il n'y avait pas de l'argent qui venait de Kinshasa pour faire du Maniema ce qu'il est aujourd'hui. Ce qui fait le Maniema aujourd'hui, c'est ce que ces dirigeants locaux ont décidé de faire du Maniema. Et il faudrait que les gens sachent que la Constitution du 18 février 2006 promeut une responsabilité à plusieurs échelons. Il y a le président de la République qui a sa responsabilité, le Premier ministre, les ministres, le gouverneur, les chefs de quartier, les bourgmestres. Chaque personne doit agir et répondre des prérogatives qui lui sont conférées par la loi et agir en fonction de ses responsabilités. Lorsque vous voyez à Kinshasa une maman voir un problème de salubrité dans sa commune et dire « Papa Kabila, talelanga likamboyo », c'est là l'utilité de la décentralisation, parce que désormais, les populations doivent comprendre que certains problèmes relèvent de la compétence de leur bourgmestre et même pas du gouverneur de la ville. Et chacun, dans la petite partie de prérogatives qui lui est conférée, doit agir en tout état de cause. Et ce pays, au regard même de sa situation simplement géographique, la décentralisation vient à point nommé pour promouvoir le développement. Et désormais, nous aurons un développement qui est
impulsée à partir de la base. Alors, qu'est-ce qui peut maintenant justifier la crainte, justement, de l'opposition ou de cette opinion? Moi, je crois que l'opposition doit évoluer en termes de débat. Oui, parce qu'effectivement, de l'autre côté, on dit que le pays n'a pas encore les moyens de ses ambitions pour engager de telles réformes. Non, écoutez, d'abord, il faut reconnaître une chose. Il est un fait traditionnel, il est un principe que les réformes ne requièrent pas toujours l'unanimité de tout le monde. Oui. Et dans une démocratie, il est normal qu'il y ait ceux qui sont pour la réforme et ceux qui sont contre la réforme. Mais ce qu'il faut signaler, c'est qu'il ne suffit pas de dire qu'on est contre. Je vois des gens commencer à se comporter comme des militaires en disant « bon, cette fois j'avais créé opération touche pas à ma révision, cette fois c'est opération rouge, opération dragon, je comprends pas. Il faut qu'on aille dans les idées. En termes d'idées, les provinces devront être créées. Les politiques, opposition comme majorité, doivent aller dans des idées, dans des débats de fond. Quelle sera la politique économique de développement? Quelle sera la politique industrielle de telle ou telle province? On sait que dans certaines provinces, telles qu'au Calémie, au Tanganyika, il y a le lac qui a beaucoup de poissons. Les autochtones du coin peuvent penser à une pêcherie, peuvent penser à une industrie dans le domaine du poisson. Ce serait important, ça apportera de la richesse automatiquement. La richesse ne vient pas de l'imagination de Kinshasa simplement. La richesse viendra des idées de développement, même locaux, pour promouvoir le développement. Et quand les gens disent on n'a pas les moyens viennent des idées novatrices, oui, et pas du statu quo ou du conservatisme. Il y a la possibilité ou la potentialité pour toutes les provinces qui sont en RDC d'être de provinces riches. Une fois, je suivais le gouverneur Moïse Katumbi qui disait qu'il n'y a aucune province au Congo qui est une province pauvre. Et même le président de la République, lorsqu'il était face au notable Katanga dernièrement, il disait que vous, ici au Katanga, vous bombez peut-être le torse, mais à l'Équateur aussi, il y a autant de richesses qu'ici. Donc, au Bandundu notamment. Donc nous avons, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, des potentialités industrialisables. Et que les fils, les autochtones, les futurs dirigeants des provinces doivent mettre ces potentialités, ressortir toutes ces potentialités pour faire que leurs entités respectives deviennent riches. Mais rester dans le statu quo, penser que parce qu'une province aujourd'hui n'a pas d'infrastructure et que demain on ne peut pas en créer, cela c'est la cécité, oui, ce n'est pas vouloir évoluer. Et je crois que l'opposition devra aider la République dans un débat de fond, dans un débat d'idées, oui, qui apportera l'émergence. Ce n'est pas que l'opposition, il y a également non, je dis l'opposition et la majorité. Oui. Je ne suis pas en train de stigmatiser, oui, parce que ce dossier relève de la République. Elle est prévue au sein de la Constitution. Ce n'est pas un projet du PPRD, du MSR, je ne sais quelle partie de la majorité. C'est une exigence constitutionnelle. Et s'il y a des écueils, le débat devra se faire dans le terrain, oui, républicain, oui, en se dénuant chacun de, oui, sa casquette politique. Moi, je ne parle pas uniquement de l'opposition qui doit enrichir le débat, même la majorité. Il faut que nous allions dans un débat de fond, de politique économique, de politique d'investissement industriel et de développement. Il ne faudrait pas que parce que je suis du PPRD, que je vienne de manière mécanique vous dire que je suis pour. Il y a des gens au PPRD, d'autres qui peuvent ne pas le dire devant les médias, mais il y a des gens peut-être qui sont contre. À l'opposition, il y a peut-être des gens qui sont pour. Donc il ne faudrait pas que nous stagnions dans la mécanique. Il faudrait aller dans un débat de fond, un débat pour aider le Congo, parce qu'il s'agit du Congo. Lorsque l'on parle de la réforme actuelle qui promeut une réconfiguration administrative, c'est pour que le Congo puisse en sortir grand, puisse se développer plus facilement. Il ne s'agit que du Congo. Et lorsqu'il s'agit de notre pays, qui est le bien commun, oui, toutes les intelligences de la République peuvent être mises ensemble pour l'émergence du pays. Est-ce que cette réforme ne va pas brouiller le processus électoral?
Pourquoi? Comment? Mais c'est également la crainte de l'opinion. Écoutez, on craint tout. Moi, je pense que l'opposition, il ne faut pas que nous sombrions dans une forme de paranoïa politique, on craint tout. Il y a un projet de recensement, les gens disent pas de recensement, parce que recensement égale glissement, ce qui est tout à fait faux. Et il s'est avéré aujourd'hui que c'était totalement faux. Il y a découpage, ce qui est prévu depuis 2006. L'article 2 de la Constitution est bien clair. Les gens disent que ça va entacher les élections. On demande un calendrier global. Le calendrier global sort, on dit que ce n'est pas réalisable. Écoutez, il ne faut pas qu'on aille dans des débats inutiles. Allons dans des débats de fond pour faire de ce pays ce qui doit être, ce qui est le vœu de Lumumba, des pères de l'indépendance. Les débats simplistes, les débats politiciens ne servent personne. Moi, je suis de la commune de Ngalema. J'aimerais voir mon bourgmestre diligenter des politiques municipales pour développer la commune de Ngalema, parce que la commune de Ngalema, à elle seule, là je vous donne un exemple pratique pour vous parler du bienfait de la décentralisation. Si vous prenez le PIB de la commune de Ngalema, oui, par rapport à la RDC, c'est le PIB le plus élevé de toute la République. Comment? Et non, parce que ceux qui y habitent, nous savons qui est-ce qui habite la commune de Ngalema. Est-ce que c'est normal qu'à la commune de Ngalema, nous puissions manquer une morgue? Ce n'est pas normal. Est-ce que c'est normal à la commune de Ngalema que nous puissions manquer un hôpital construit par les fonds de la commune? Ce n'est pas normal. Les fonds sont possibles à être créés. La richesse est là. Mais les gens ne savent pas ressortir certains aspects pour en créer ou pour en faire des richesses palpables. Les moyens sont là. Moi, je pense que lorsque le président Joseph Kabila a pris ce pays, beaucoup de choses relevaient de l'impossibilité. Et aujourd'hui, c'est possible. C'est parce qu'il a eu des idées et il a fait de ces idées des faits. Et je pense que nous qui s'inscrivons dans sa vision, nous devons répercuter sa vision dans toutes les parties de pouvoir que nous exerçons. Quand on est bourgmestre, chef de quartier, chef administrateur de territoire, et qu'on s'inscrit dans cette vision, il faut que l'on voie aussi la modernité dans toutes les entités décentralisées de l'État. Il ne faudrait pas que les gouverneurs, les bourgmestres attendent la manne de Kinshasa. C'est vrai, il y a un problème de rétrocession, tout ça. Là encore, c'est un autre débat. Non, il y a un débat qui doit être franc. Parce que pour qu'on vous rétrocède, il faut que vous-même vous produisez. Or, plusieurs provinces ne produisent pas. S'il faut rétrocéder au Katanga, oui, au Bas-Congo, à Kinshasa, de manière équitable, ce qu'il donne au gouvernement central, ben, dites-moi, quel sera le sort des provinces comme le Kasaï oriental, oui, comme oui, l'Équateur, qui ne produit pratiquement pas grand-chose. Oui. Je pense que la République est unitaire, même si la connotation est fortement décentralisée, mais nous devons être solidaires afin que la République puisse en sortir grand. Alors, il y a 55 ans, le pays engageait ce genre de réforme et cela a été suivi par des troubles. Ne doit-on pas craindre cela? Les réformes sont difficilement acceptées. Parce qu'en 1960, ça se voit partout. Oui. Ça se voit partout. En France, maintenant, il y a plusieurs réformes qui se font. Le président de la République actuelle est même en train d'en payer de sa popularité. Les réformes sont difficilement acceptées. Il en va. L'être humain est naturellement. Et souvent, ça crée des fissures sociales. Et naturellement conservateur. Oui. Non. Oui. Fissures sociales, non. Crainte. La peur, c'est celui du lendemain. L'être humain est naturellement, craint naturellement l'inconnu. Oui. Et cette crainte, elle est sociologiquement normale. Mais s'il faut penser qu'il y aura des troubles parce qu'il y a des coupages, je ne pense pas. Le fondement de ces troubles sera lequel? Parce qu'il y a une récompense. Les intérêts. Non, les intérêts de qui? De la population, vous pensez? Je ne pense pas. Alors, si vous côté majorité, vous y croyez dur comme fer. Non. Parler de cette manière, c'est simpliste. Parce que ce n'est pas la Constitution, lorsqu'elle a été élaborée et lorsqu'elle a été votée par référendum, la majorité présidentielle n'existait même pas encore. Donc le dire de cette manière, c'est faux, parce que les forces en présence à l'époque, c'était qui? C'était le MLCR, l'URCD. Ah, vous devez également expliquer votre déterminisme. C'est le fruit d'un consensus politique depuis Sun City, et c'est bien prévu, tout le monde le sait.
tout le monde le savait, qu'il finira par y avoir découpage territorial, qu'il y aura par avoir effectivité de la décentralisation. Il ne faut pas qu'on joue à l'hypocrisie et que l'on mène les populations dans des débats qui ne sont pas vrais. Allons dans le vrai débat. La vraie question que les politiques doivent se poser, c'est de comment est-ce qu'on fera maintenant pour développer cette province. La question relative à l'existence est une question désuète. Elle est passée parce que la loi est promulguée. Il y a même des commissions qui sont appelées à préparer des rapports quant à l'effectivité de ces 26 provinces. Donc nous ne pouvons pas faire des débats passés. Faisons un débat sur le futur. Comment fera-t-on pour développer la province du Tanganyika? Comment va-t-on faire pour développer la province du Nord Ubangui, du Sud Ubangui? C'est là les vraies questions. C'est là où le débat doit se faire. La question quant à l'effectivité des 26 provinces ne vaut plus la peine. Là, on est dans le passé. Allons vers des vraies questions et donnons des vraies propositions. Des hommes politiques qui réfléchissent par rapport au développement de leur pays. Ne soyons pas de ceux qui stagnent ad vitam aeternam sans vouloir évoluer. Nous n'en sommes plus là. Moi, je pense que les hommes politiques doivent être maintenant dans des cercles de réflexion pour que chacune des entités puisse réfléchir au développement de sa province. Et c'est de ça que l'État a besoin et de rien d'autre. Alors, pourquoi maintenant le gouvernement devrait choisir le moment où la CENI aussi commençait avec justement l'application du calendrier électoral? On a déjà le dépôt des candidatures en cours. Cela ne devrait pas peut-être mettre la puce à l'oreille à ceux qui vous veulent... Écoutez, la CENI demande aux gens de venir déposer les candidatures. Le gouvernement fonctionne indépendamment de l'agenda de la CENI. Mais s'il y a des gens qui sont appelés à chercher des noix à tout bout de champ, par manque d'arguments, par manque d'initiative, que voulez-vous que les gens fassent? Quel sera le bon moment? Quel est le moment fixé par la Constitution pour que le gouvernement agisse? Le gouvernement gère le quotidien. Et il n'est pas là à voir ce que la CENI fait. La CENI est un organe indépendant qui est en train d'user de ses prérogatives constitutionnelles. Et le gouvernement en fait de même. Alors, s'il faut maintenant parler des élections, parce que vous êtes déjà engagé là-dedans, il y a même des personnes désignées au sein de la majorité pour justement aussi entrer en lice dans le cadre toujours de ces élections. Est-ce que vous êtes prêt au sein de la majorité? J'ose croire que la majorité est prête pour les élections. Elle a l'habitude des élections. C'est depuis 2006 qu'elle s'est inscrite dans le jeu électoral. Prêt pour présenter des candidats, oui. Prêt pour battre campagne, oui. Mais il faudrait aussi convaincre la population. Et je pense que mon parti s'y prépare depuis belle lurette. Donc nous sommes prêts pour aller affronter les élections. C'est cela la dévolution permanente d'un parti politique. On est en démocratie. Et lorsqu'on dit que vous-même, au sein de la majorité, vous avez du mal à vous entendre, c'est quoi la question à laquelle je dois répondre? Que les gens ont du mal à s'entendre? Oui, au sein de la majorité. Que devrais-je dire par rapport à cela? C'est un scoop. Bon, c'est moi qui pose la question. Je ne sais pas. Partout, des gens ont des petits problèmes. C'est normal. Ça arrive. En prévision des élections, des il y a un débat, au sein d'une majorité. Il y a un débat. Oui. Je pense que la majorité présidentielle. Parce que désormais il y a des voix discordantes qui. Je pense que la majorité présidentielle est le regroupement politique le plus démocratique de ce pays, et ce depuis 1960. Il y a un débat libre, un débat démocratique. Nous ne pouvons pas nous parler de démocratie si on ne la vit pas au sein de nos structures. On la vit. Et voilà pourquoi on la véhicule après à l'État. Qui est débat? Qui est divergence de vue? Qu'est-ce que c'est la démocratie s'il n'y a pas de divergence de vue? Mais ça craint. Qu'est-ce qui craint? D'autant plus que jusque-là, on ne parle pas du dauphin, il y a... La presse doit faire attention avec ce qu'elle dit depuis un temps. Vous induisez la population en erreur, et il faudrait faire attention à ce que vous dites. Le dauphin n'est pas un principe démocratique. En démocratie, il n'existe pas de dauphin.
Et j'exhorterai la presse, via votre tribune, d'éviter de parler de dauphin. Ça n'existe pas en démocratie. Vous voulez la démocratie et vous voulez la dictature au même moment. Le dauphin, ça veut dire quoi? Dites-moi un peu, comment ça se passe, un dauphin? Vous voulez quoi? Que le président Joseph Kabila prenne quelqu'un par la main et il dise à la population, c'est lui votre président? Ça se passe comment, le dauphin? On a un président de la République qui est élu pour un mandat précis, qui a des besoins, il doit rencontrer les besoins de la population qu'il a élue, il y a des défis à relever, les choses auxquelles il s'astreint ardemment, et je crois que c'est cela le plus important. La CENI fera son travail, les regroupements politiques feront le leur, mais vouloir mettre la pression sur quelqu'un alors que son mandat est en train de courir, à choisir un dauphin, ce qui est même une violation flagrante de la Constitution. Je pense qu'effectivement, on lui soupçonne toujours de vouloir se représenter. Mais soupçonnez tel que vous voulez. Oui. Wait and see, disent les Américains. Je ne veux pas, moi, empêcher des gens de penser ce qu'ils veulent de Claude ou de Patrick. Mais beaucoup pensent à tort. Moi, je pense qu'il faut attendre et voir. La Constitution est là, et son mandat court encore. Les gens sont en manque d'initiative, en manque de création de débats. Allons dans des débats importants, s'il vous plaît, Claude. Ce pays a besoin des débats très importants que de dauphins. C'est un débat inutile et inexistant en démocratie. Ça n'existe pas. Et il serait mieux que la presse évite de revenir sur ces questions de dauphins. Parce que vous allez vous-même dans la presse, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous dites ici, les journalistes, c'est quoi? Les historiens du présent. Effectivement. Voilà. Il faut bien écrire l'histoire. Parce que lorsque vous parlez du dauphin, vous induisez la population en erreur. En démocratie, il n'y a pas de dauphin. Il n'y a pas de dauphin en démocratie. Merci beaucoup, Patrick Kanga, pour justement tout ce détail sur le découpage territorial. Je devrais également vous poser une question. Déjà, de par la formulation, il y en a qui pensent que cela renvoie un peu à la balkanisation, découpage territorial ou découpage administratif. C'est que c'est des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que la balkanisation. La balkanisation s'est faite vers le Caucase. Ce sont des États qui étaient en train de se créer de manière distincte. Là, c'est une réconfiguration au sein d'un État. La République démocratique du Congo demeure la République démocratique du Congo, mais simplement, en son sein, il y a une réconfiguration administrative avec des districts qui deviennent des provinces, à qui on donne un peu plus de prérogatives, un peu plus de pouvoir. Ça n'a rien à voir avec la balkanisation, à moins que les gens ne savent pas ce que c'est que la balkanisation. Nous sommes là en face d'une réconfiguration simplement administrative. Ça n'a rien à voir. On parle de plus de 18 000 ou 180 000 personnes que l'État aura gérées désormais. Chaque entité prendra en charge ses fonctionnaires. C'est ce qu'il faut savoir. Il y a la part de l'État, il y a la part des provinces, il y a la part des entités décentralisées de l'État. 180 000 pour une population de 75 millions d'habitants dans un pays à la superficie de 2 345 000 km², c'est bien peu de choses. C'est bien peu de choses. Merci beaucoup, Patrick Kanga, pour tout ce détail. Et ainsi prend fin ce grand journal, première partie. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle au programme de Télé 50. Tout de suite, ce sera la grande édition du journal avec Grâce à Lambo. Je vous retrouve en deuxième partie avec le sport. Ce sera Doudou Mbala, le chroniqueur.